Je vais pas prendre la parole trop longtemps, c'était juste pour souhaiter la bienvenue à tout le monde dans cette conférence organisée par la section d'études arméniennes de l'INALCO. Je voudrais remercier Adeline Zinalian pour tous les efforts qu'elle a fait pour le montage de cette rencontre et Gilad Marcassian qui va assurer l'animation de cette conférence et bien entendu merci à Clipol, on est toujours content de revoir dans ces murs pour la conférence qu'il va nous présenter. Je vous laisse la parole. Bon, oui, merci Anaï. Bonsoir donc à toutes et tous. Voilà, nous sommes réunis donc avec Krikov Volodian pour parler, pour qu'il nous parle de Misak Manouchian, mais Misak Manouchian, poète et écrivain. Alors, évidemment, il y a l'occasion, elle est double. Bien entendu, tout ça c'est lié à la panthéonisation de Misak Manouchian et de Méliné, mais également à la publication conjointe des poèmes, d'une édition des poèmes de Misak. En fait, un recueil qui était paru en France au lendemain de la guerre, en 1946, et dont vous voyez la couverture originale. Donc, recueil de poèmes qui a été intégralement traduit, je crois, une fois tu préciseras, par Stéphane Sermakian ou Djelmakian, les éditions donc, du Point. Alors, il devait être avec nous ce soir, mais peut-être que certains le savent, il est en ce moment au Salon du Livre à Genève, et il participe justement en ce moment, je crois, à une table ronde, donc il est impossible d'être présent parmi nous. Alors, Manouchian, poète et écrivain, c'est un aspect, il faut bien le dire, quand même moins connu, en tout cas du grand public, je veux dire du grand public français. Et pourtant, tout de même, tous les témoignages concordent que quand Misak s'engage de plus en plus dans la lutte politique, puis dans le combat contre l'occupant, il est, en tout cas dans un premier temps, désigné souvent comme le poète. J'ai même cru comprendre qu'il doit à un moment faire un peu ses preuves sur le terrain, parce que, voilà, on le voit plutôt comme un homme très engagé au niveau des idées, mais un homme de parole, plus qu'un homme d'action, ce qu'il a montré être parfaitement bien entendu. Donc, il est clair que donc il était identifié, en tout cas pour beaucoup, déjà à ce moment-là, comme un homme d'écriture. Alors j'en veux pour preuve aussi la première édition d'après-guerre, la reprise d'après-guerre de la revue d'Achak Chobanian, Anaïd, dont le premier numéro après-guerre, après 6 ans je crois d'interruption, paraît donc en 1946, et Achak Chobanian consacre dans ce numéro un dossier, enfin dire aujourd'hui un dossier, voilà, un dossier qui s'intitule Yerek Hay Herosagan Naradagner, donc 3 combattants ou martyrs arméniens héroïques, et qui ont 2 points communs entre 3, enfin principaux, 2 points communs principaux entre eux. D'abord, ils ont été des combattants de la liberté qui sont morts au combat. Voilà. Et deuxièmement, ce sont des écrivains, écrivaines, et poète. Alors j'en dis juste 2 mots, aussi pour évoquer des personnalités d'ailleurs qu'a côtoyé Misak, qu'il connaissait bien. Achak Chobanian évoque d'abord la mémoire de Kerim Atmatian, qui écrivait sous le nom d'auteur de Sema, qui était donc un écrivain poète qui a eu une longue amitié proche avec Misak Manouchian et qui est mort en fait sur le front de l'Est en 1940. Voilà. Ensuite, il évoque, je crois que c'est en dernier, Louisa Aslanian. Alors, Louisa Aslanian, j'en parle en particulier évidemment aujourd'hui, je vais peut-être dire 2 mots sur elle quand même. En cette journée du 8 mars, donc journée internationale de la femme, Louisa Aslanian était donc écrivaine et membre, elle aussi, du réseau parisien des FTP Moy. Elle a été arrêtée quelque temps après, d'ailleurs, après Misak et ses compagnons, et elle est morte en camp de concentration nazi. Alors, elle a laissé, alors aussi un nom d'auteur, un pseudonyme d'auteur qui était Las. Elle a laissé notamment un roman qui est paru, je crois, en 38 ou 30, juste avant, non 35, voilà.
Donc, un roman qui est à la fois fort et délicat, hein, qui s'appelle Arzagani Urinerov, c'est-à-dire sur les chemins du doute. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le recueil d'Anahid, de la revue, Arshad Chobanian joint bien sûr des textes hein, de chacun des auteurs et autrices qu'il évoque. Et là, il va faire connaître quelques textes de Las. Et il y a un texte qui est quand même qui est quand même assez exceptionnel, il faut le dire. C'est un poème qui s'appelle Mala, hein, et qui est un témoignage, on va dire, voilà, littéraire, hein, un des rares, je pense, témoignages littéraires des camps de concentration nazis écrits en arménien. Bon, voilà, je voulais quand même rendre hommage à cette autrice qui commence maintenant à être un peu connue là, on commence à en parler, et il faut s'en féliciter. Et puis bien sûr, Arshad Chobanian présente Misak Manouchian, bien entendu. Il le décrit d'ailleurs dans l'article introductif, en présentant le souvenir du jeune homme qu'il a vu arriver en France, hein, du Liban, un jeune talent doté, dit-il, de capacités lyriques sensibles et méditatives, juste comme ça, et qu'il avait beaucoup apprécié. Il laisse d'ailleurs penser que ce jeune poète enthousiaste était très, très loin, en tout cas à ses yeux, hein, je pense plutôt aux yeux d'Arshad Chobanian, du militant politique, du combattant politique et du combattant tout court, qui était devenu ensuite Misak à partir de la deuxième moitié des années 30. Alors voilà, donc, c'est ce Misak Manouchian-là, hein, ce jeune poète, on va dire en construction, hein, dont va nous parler Krikor Golodian ce soir. Alors, tu lui as déjà consacré d'autres exposés, notamment des pages aussi dans les 50 ans de littérature arménienne en France, hein, bien entendu. Manouchian, qui lui-même se décrit avant son départ pour la France comme un adolescent ivre d'un rêve de livre et de papier. C'est dans le premier poème qui fait l'ouverture du recueil de 1946 et qui s'appelle « Vers la France » ou je sais pas, en route vers la France. Et on voit bien ici, et je pense que c'est ça qu'on va peut-être mieux connaître hein, grâce à toi, c'est cet écrivain, poète en construction, voilà, comme je disais tout à l'heure, alors dont le recueil, donc maintenant qui est disponible dans les deux langues, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que beaucoup le savent, le recueil a le mérite d'être bilingue, puisqu'on a le texte arménien et on a la version française de Stéphane Djermagian, dont ce recueil est en quelque sorte le témoignage émouvant hein, de cet auteur qui était en devenir, bon, processus évidemment suspendu, hein, d'abord bien sûr par l'urgence du moment, hein, des années 30, qu'il affronte de plein fouet, la lutte politique, puis la lutte militaire, et enfin définitivement interrompue, bien entendu, par sa mort. Voilà, bon, bah écoute, je te laisse maintenant la parole, et je te passe le micro. Voilà. Merci Gérard, merci à Drinet pour avoir si bien organisé cette rencontre. Je vais commencer par une remarque. Tous, nous avons entendu à la radio ou à la télé comme quoi Manouchian, poète, avait traduit les grands poètes français en arménien. Alors, évidemment, j'étais interloqué parce que je ne savais pas. Alors, j'ai regardé dans les documents que je disposais. Alors, Manouchian a traduit un seul poème de Baudelaire qui s'appelait « Enivrez-vous ». Vous savez, c'est le fameux poème de Baudelaire qui s'appelle « Enivrez-vous ». Il a traduit par Arpetsek. C'est une très bonne traduction d'ailleurs. Et il y a un second poète qu'il a traduit, qui s'appelle, que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, Marcel Sauvage. Il a traduit un poème, La mort de Pétrone. Et ce texte est paru dans Tchank numéro 4. À part ça, je ne connais pas de traduction, ni de Rimbaud, ni de Verlaine, ni de Baudelaire. Autrement dit, on a
commencé à mythifier. D'ailleurs, la panthéonisation, c'est une mythification. Et donc, on a commencé à en rajouter. Misak Manouchian n'en avait pas besoin, à mon avis. Alors, j'ai regardé aussi dans les journaux, dans les revues où Manouchian écrivait, c'est-à-dire Anaït de Chobanian, où Gérard en a parlé, et puis Manouchian publiait l'hebdomadaire Zankou entre 35 et 37, et c'était un journal, un hebdomadaire politique, dans lequel de temps en temps paraissaient ses propres poèmes, mais c'était ni un journal littéraire, ni un journal où on pouvait publier des articles littéraires. C'est dire que Manouchian s'est contenté, pendant la brève période où il publiait avec Sema Chang, il a publié quelques traductions. C'est tout. Alors, mais en revanche, on peut trouver des thèmes des poètes français, notamment de Baudelaire. Effectivement, Manouchian était un très bon lecteur de Baudelaire. Il y a certains thèmes qu'on trouve chez lui. Alors là, je fais une petite concession à Jem Makian, puisque lui, il a tendance à chaque fois à souligner ce que Manouchian doit à Baudelaire. Moi, lecteur en arménien, je sais que Manouchian doit beaucoup aussi aux poètes arméniens qu'il lisait, Tekayan, Medarent, Varoujan, il les connaissait, et même d'ailleurs il avait transcrit certains poèmes de Varoujan. C'est dire qu'il n'est pas nécessaire de passer par Baudelaire pour retrouver un certain nombre de thèmes littéraires qui est commun. Alors, ce qui est curieux, dans Chang, il y a des traductions. Il y a des traductions, alors là, de Paul Géraldi, de Pierre-Louis Pré-Louise, et surtout les éternelles chansons de Bilitis. Alors là, dans toute la presse arménienne des années 30-40, vous avez plusieurs séries de traductions de ces chansons de Bilitis. Je ne sais pas pourquoi ces poèmes jouissaient un tel prestige. Alors il y a aussi un poème de Heine, traduit, mais qui est... Alors le traducteur c'était Aram Bedrosian, qui était... que nous avons connu dans les années 70-80 comme romancier et surtout dramaturge écrivant en français. C'est dire que les traductions des grands poètes français, c'est une déclaration qui donc s'apparente à la tendance, enfin, qui fait partie de cette tendance de mythification. Alors, l'œuvre de Manouchian. Dans la lettre à Méliné, écrite donc le 21 février 1944. Vous savez, c'est la dernière lettre que nous avons, qui est souvent reprise. Alors, Manouchian dit, c'est un testament, en fait, cette lettre est un testament, avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éviter mes poèmes et mes écrits qui valent bien d'être lus. Alors, Manouchian parle non seulement de poèmes, mais aussi d'écrits. On ne sait pas ce qu'il entend par là. Est-ce qu'il s'agit de quelques textes en prose qu'il a publiés dans Chang? Dans Chang, il y a quelques textes en prose. Et ces textes, j'ai envie de vous les énumérer. Il a écrit un petit article, c'est une note, concernant un peintre arménien, un jeune poète arménien qui s'appelait Ardaches Baljian, qui d'ailleurs illustrait la couverture de Chang. Alors, la couverture, c'est en noir et blanc et très mauvais, mais je ne crois pas que je ne sais pas si... Attends, on va regarder. Non. Non, on l'a pas. Non, vous ne l'avez pas. Alors, ce Baljian... Si, regarde, c'est pas ça. Voilà. Si, c'est ça. Et donc, c'est une note concernant cet artiste, ce peintre dessinateur. Alors, il y a un deuxième texte qu'il a publié,
qui s'appelait Heilige, le petit père. Alors, la publication de ce texte est échelonnée sur plusieurs numéros, jusqu'au novembre 30 de l'année 30. La publication est sans signature, c'est-à-dire Manouchian n'a pas signé ce texte. On ne l'aurait pas su si son instituteur, qui était Krikor Boharian, n'avait pas signalé que l'auteur, c'était bien Manouchian. Et d'autant plus étonnant que ce texte présente le directeur de l'orphelinat de Jounier, qui s'appelait Robligian Razaros. Razaros Robligian, un personnage un peu qu'il présente un peu avec un ton satirique et quelque peu moqueur. Mais je dois dire que le texte, l'arménien de Manouchian en prose, est très très bon. À mon avis, et moi je regrette qu'il n'ait jamais répété cette tentative d'écrire en prose. Alors, on ne sait pas s'il faut ajouter d'autres textes quand il parle d'écrit, qu'il faut ajouter ce qu'il a publié dans Zankou. Dans Zankou, hebdomadaire donc en langue arménienne, qui a commencé le 1er juin 1935 et terminé provisoirement arrêté le 30 juillet 1937. Alors, Manouchian écrivait les éditoriaux, les articles théoriques et des articles polémiques. Autrement dit, il remplissait pratiquement tout le journal à lui tout seul. C'était aussi une des raisons pour laquelle il employait des pseudonymes. Alors, les pseudonymes, j'en ai repéré un certain nombre. Assur, Assourian, M. Assourian, qu'il met dans les textes théoriques. Alors, ça fait les textes. Alors, ces textes-là concernent, ont une vivance théorique concernant, par exemple, la lutte sociale, ou bien d'autres éléments de la théorie communiste. Ce sont des reprises de fond, mais qui s'adressent aux lecteurs de cet organe des ouvriers arméniens, parce que Zankou se présentait comme Hay Ashradavoutian Organa. Organe, Hay Ashradavoutian. Ashradavoutian, je ne sais pas comment on peut traduire, sinon par les ouvriers. Alors, donc, Manouchian s'est dépensé pendant ces 2 ans et demi, 3 ans, en écrivant toutes sortes d'articles. Alors, les polémiques qu'il a engagées avec Harach, avec les Ramgavar, naturellement. Autrement dit, tout le monde était traité d'un fasciste. Alors, c'était comment dirais-je, la rengaine de toute la presse communiste arménienne. Non seulement à Paris, mais aussi à Boston ou à New York, où il y avait des journaux communistes, notamment Pambor. Dans Pambor, Manouchian écrivait également sous pseudonyme, donc toujours Assourian. Alors, je reviens maintenant à ce recueil de 1946 qui commence avec un texte préface signé par le comité Manouchian. Je signale qu'en 1946, il y avait donc un certain comité Manouchian, il y avait même aussi un club Manouchian où ils se réunissaient. Alors, je n'ai pas l'adresse, je n'ai pas trouvé l'adresse de ce club. Et le comité Manouchian comprend des camarades du poète et reprend à son compte l'injonction de Méliné, de Manouchian, et l'amplifie. Entre-temps, on constate que la question des écrits, les écrits ont disparu. Parce qu'il dit, alors je vous lis le texte en ma traduction française. Comme le lecteur va constater, ce combattant de la guerre lointaine de la patrie et de la liberté, avant de parler avec des armes et des bombes,
a été le chantre de l'amour, d'autres sentiments humains et de l'idée de la liberté. Et même à la porte de la mort, avant d'être fusillé, dans sa dernière lettre, il a souhaité la publication de ses créations. Je crois que c'est ce texte. Mais c'est pratiquement à la fin. Quelques pages. Ça fait 6 pages, cette préface. J'y vais. Alors, ses camarades ont estimé qu'il était de leur devoir de rassembler ces chants dispersés un peu partout et de les présenter au public. Probablement, ces chants ne sont pas complets. Autrement dit, il y a probablement dans la nature ou chez des gens. Alors, il ajoute, les poèmes de Manouchian sont dispersés non seulement dans les journaux et les revues, mais également chez des individus sous la forme de feuillets inédits. Bon. L'initiative, autrement dit, le texte est une compilation, alors que le Manouchian, quand il écrit sa lettre, on a l'impression que les poèmes se trouvent assemblés, rassemblés où il y a un dossier. Alors, dans le comité, on trouve évidemment, mais on n'a pas les noms. Il y a certainement Constantinian, qui était un ami très proche, Miran Mavia aussi, et Chakrian, qui étaient d'excellentes plumes, évidemment, par ailleurs. Ils écrivent un arménien parfait quand ils écrivent leurs propres témoignages. D'ailleurs, tous les trois ont écrit leurs témoignages concernant Manouchian. Et il faut dire que c'est un excellent, ils sont de très bons, je ne peux pas employer le terme d'écrivain, mais ils sont vraiment à la hauteur de cette tâche pour écrire des témoignages. Alors, une place centrale doit être accordée à Baruch Elekian. Alors, Baruch Elekian avait une imprimerie qui, à l'origine, enfin au début, se trouvait au 66 rue Mouffetard. Mais au début des années 60, il a déménagé et l'imprimerie se trouvait au 32 rue de Trévise, où j'ai eu l'occasion de le rencontrer un jour dans la rue, dans les années 70. C'était un vieux monsieur, évidemment. À l'époque, il publiait le journal Ashrar et le Hartanak des Hunja. C'était les deux publications régulières, si vous voulez. Il y avait aussi de temps en temps des recueils de poèmes qui publiaient, enfin, les autres, je veux dire. Alors, Elekian est un vieux routier, et il était né en 1897 à Bartizac, et il avait eu toujours cette imprimerie, son imprimerie, publiait, par exemple, il a publié la traduction arménienne du manifeste du communisme. Je n'ai pas vu, mais d'après les documents, il a publié ce texte-là. Donc c'était un homme assez proche du groupe communiste, et pendant la guerre, apparemment, il a imprimé des tracts qu'on distribuait. Alors, il est mort à plus de 80 ans, toujours à Paris. Alors, donc, dans l'ultime page de l'ouvrage, il dit que l'édition a été réalisée grâce à des dons, en Kanagoutioun, et que la couverture est celui de Melkon Kebabjian. Melkon Kebabjian était un peintre, dessinateur très connu à l'époque. Il a fait plusieurs couvertures d'ouvrages et de journaux, et il va bientôt, en 1947, partir en Arménie, et il va mourir en 1949. Mais on voit sa photo souvent dans le groupe Arach. Donc, c'est un Kebabjian, il avait surtout travaillé avec Shavash Nartouni pour illustrer la revue Yergoum. Yergoum, c'était la revue des orphelins. Alors j'ai également
évidemment, j'ai regardé dans Yearbook s'il y avait quelque chose de Manouchian. Rien. Ça, c'est quelque chose aussi étonnant parce qu'il est orphelin, mais il ne fait pas partie de ce groupe d'orphelins. Alors, revenons aux propos du comité concernant l'ouvrage. Apparemment, le matériau est une compilation et qu'il n'y avait pas de manuscrit unitaire. Une sorte de document qu'on a plus ou moins fabriqué. Mais un certain nombre de textes dont je n'ai pas trouvé la trace dans la presse doivent provenir des archives du poète. Ces textes-là n'ont ni date d'écriture, ni date de publication, évidemment. En somme, et puis la grande question, comment est ordonné le recueil? Parce que c'est un recueil de poèmes qui doit, enfin, depuis les années 30, depuis, je dirais, 1914-15, dans la littérature arménienne occidentale, on a l'habitude de composer un recueil, n'est-ce pas, qui non pas simplement mettre les poèmes les uns après les autres. Le poète qui adulait beaucoup, Vahan Tekeyan, composait son recueil comme une sorte de roman, n'est-ce pas, qui a le recueil à plusieurs parties. Donc c'était la disposition des poèmes obéissait à une règle qui n'était pas l'ordre chronologique. Et d'ailleurs, dans le recueil donc pendant les poésies, le choix n'est pas celui de l'ordre chronologique. Alors on se demande selon quel ordre ont été rangés les poèmes. Le premier, d'autant plus que si on allait suivre l'ordre chronologique, on devait commencer normalement par le premier poème qu'il a écrit et qui date de 1922, publié dans la revue Polygraphe. Vous savez, dans les orphelinats et dans le lycée arménien, les élèves par exemple, des classes supérieures publient des recueils annuels ou trimestriels. Et donc, à l'orphelinat de Jounieh, on publiait une revue qui s'appelait Ike. Je crois que j'ai... un peu plus loin. Ouais. Tu me dis stop. Ah, mais si, Ike, je vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ike. Il y avait 3 exemplaires de ça. C'est un des 3 exemplaires de cette publication écrite à la main. Et d'ailleurs, l'exemplaire que je vais trouver à la bibliothèque Noubar n'est pas complet. Donc on n'y trouve pas les poèmes de Manouchian. Il devait y avoir 2 poèmes. On a trouvé la trace que du seul et qui s'appelle Kusakha Pierazner. Kusakha Pierazner, oui. Rêve déçu. Un petit enfant, tout beau, avait pensé la nuit entière qu'avec l'aube délicate et lumineuse, il composerait des bouquets de roses. Le matin, quand tout joyeux, il a couru souriant au jardin, il a laissé échapper un sourire. La belle rose n'était plus. Dans la nuit, un ouragan guerrier avait détruit le beau buisson. Et moi, pareil à cet enfant, des jours entiers je songe, je prépare pour moi-même
un avenir tissé d'or. Mais quand surgissent des écueils et détruisent mes espoirs en fleurs, de profonds chagrins cernent mon cœur, me laissant toujours hébété. Décembre 1922. Alors, ce poème ne se trouve pas dans le recueil. Simplement, je suppose que les éditeurs du comité n'en disposaient pas de copie et que la copie, la seule et unique copie, était partie au Liban. Car Manouchian avait un ami qui s'appelait Baroud Masmanian, un personnage fascinant qui était aussi un guitariste et musicien de talent, qui donnait d'ailleurs en 1966 apparemment à Beyrouth, il a donné un concert de guitare. Et après, dans les années 70, il a écrit ses mémoires. En 1945 et 1947, il écrit, quand il a appris la mort de Manouchian, il a écrit ses souvenirs. Alors vous voyez là, dans son article, dans ses articles, il mettait les photos. Alors évidemment, ces photos sont de très mauvaise qualité, mais je crois qu'il faut maintenant faire le deuil des originaux parce que ces photos ont été tout l'appartement de Masmanian a été volé et détruit. Donc les originaux ont disparu a priori. Alors là, vous avez Marun Kedi Yezek près de la Marne, par Zimont. Alors, Baroud Masmanian, c'est celui qui a le... C'est celui qui a... C'est ça, c'est celui qui a la canne. Oui, qui a la canne et Manouchian à côté. Et après, il y a... une autre photo. Voilà. Il y a... C'est peut-être une photo qui a été prise le même jour. Les deux sont au bord de Barricade. Et à Chenzach, Manouchian, Masmanian, Marun Kedi Yezerke, Paris. Ça doit être le même jour. Malheureusement, là aussi, la photo est de très mauvaise qualité. Peut-être qu'on peut rattraper ça en retravaillant. L'intérêt, donc, Masmanian a écrit ses souvenirs sur Manouchian, qu'il a connu justement dans le cadre de parisien. Parce qu'il avait vécu à Paris entre 1922-23 et 1934. Au moment de son départ, parce que son père, qui était Karnik Masmanian, avait amené toute sa famille au Liban. Et au moment où il partait, Masmanian, il a rencontré Manouchian, et Manouchian lui a remis un cahier de ses poèmes. C'est grâce à ce cahier que nous avons ce poème que Masmanian, après la mort de Manouchian, a envoyé à Chobanian et que Chobanian a publié dans Anaï. Mais pas dans le numéro dont tu as parlé, dans le suivant. Dans le suivant, c'est ça. En 1947. Comme poèmes inédits. Alors, l'intérêt, évidemment, c'est que nous avons là au moins 9 poèmes dans une version différente de celle qui se trouve dans le recueil. Et des fois, ça nous permet d'arranger, de mieux voir la construction d'un vers, car, on verra tout à l'heure, c'est une édition vraiment très mauvaise. C'est une édition où les vers sont tronqués, parfois des strophes qui ont été retranchées, ponctuation défaillante, et ainsi de suite. Alors, si on regarde maintenant le recueil, comment on retrouve une sorte de plan. Le plan, d'abord des poèmes intimistes, où le le sujet qui dit je, se trouve replié sur lui-même, une sorte d'autoportrait du poète solitaire. Deuxième section, les poèmes consacrés à l'amour, où apparaît un tu. C'est la plupart du temps des poèmes
adressés à des femmes. Il y en a plusieurs. Malheureusement, il a donné uniquement les initiales et non pas le nom entier. Et parfois, il y en a un seul, il y a Papillon. Papillon, évidemment, là, notre ami Germakian a fait tout un laïus sur Pergrui, Pergrang, c'est l'allégresse. Bon, il a fait tout un laïus sur Pergrui, qui n'avait pas lieu d'être, à mon avis, puisque ça ne rime à rien. Beaucoup de noms en arménien, comme dans d'autres langues, ont un sens. Donc, Pergrui, elle s'appelait Krikorian. Et elle travaillait dans le cadre de ce Hog, Hai Okmutian Gomide, où il y avait Manouchian également. Et je pense que c'était une femme qu'il a rencontrée. D'ailleurs, la plupart des femmes, il les a rencontrées dans ce cadre, à part une qui s'appelait Amelia. Amelia, qui doit être une Anglaise. Une Anglaise et peintre. Car Manouchian a fréquenté les milieux de l'Académie Julien dans les années 30, entre 1930 et 32-33. Les poèmes, alors, la troisième section, ce sont les poèmes d'inspiration politique, là où il y a un message. Alors, dans cette section, vous avez le vaste poème sur l'Arménie soviétique, Sovietgan Hayastanin. Il y a l'Humanitéine, et puis il y a les Garouhinera, les couturières, ainsi de suite. Un certain nombre de poèmes à caractère politique, moi je dirais une sorte de littérature prolétarienne qui était très à la mode à l'époque en Arménie et dans l'Union soviétique. Et Manouchian traite un peu ces sujets-là, et ces poèmes sont parfois repris dans Zankou et aussi dans Pambor à New York. Alors, entre ces sections, on trouve également des poèmes concernant la poésie, l'art, par exemple, un qui s'appelle Moussaïs, Amamuse, Vahantekeyanin. Vahantekeyanin, il a écrit à l'occasion du jubilé de Vahantekeyan qui a eu lieu en 1934 à la salle Pleyel au mois de février. Comment je sais? Parce que la presse de l'époque annonçait à grands traits pour que les gens y aillent. Alors Vahantekeyan était là, et puis Vahantekeyan venait de publier un de ses meilleurs recueils qui s'appelle Ser, Amour, en 1933. Et donc Vahantekeyan était très adulé. De plus, Vahantekeyan était un personnage qui était très proche des orphelinats en général. Il avait été à Corfou, il a été en Égypte aussi dans les orphelinats. Donc, dans les orphelinats, on connaissait un peu ce personnage, peut-être pas tellement sa poésie. Alors, le volume, c'est pas un très vaste, hein, ça fait 84 pages. C'est une des raisons pour laquelle, dans cette... vous avez 3 préfaces. Moi, quand on met 3 préfaces à un livre, en général, je ne l'achète pas. Mais j'ai acheté quand même. Mais il y en a une préface de Manouchian, chanteur, qui raconte la rencontre de Méliné et de Missak. Totalement faux, totalement inventé. D'ailleurs, cette histoire-là, j'ai lu ailleurs, pour d'autres personnages. Alors, Méliné travaille dans une maison de couture, elle est couturière, et Manouchian, tous les jours, vient regarder, etc. Et puis, ils finissent par se rencontrer. Et donc, ça, cette histoire, je veux bien, mais c'est pure invention. Alors, donc, Vahantekeyan était
représente l'un de ses poèmes concernant la poésie. Il y a aussi un autre poème qui s'appelle Gyankis Yetke, le chant de ma vie. Un volume de 94 pages avec 7 pages de préface. Alors, tous les vers sont, on appelle isosyllabiques rimés. Ça veut dire qu'ils ont tous des vers réguliers. Manouchian n'emploie jamais le vers libre. C'est curieux puisque à l'époque c'était quand même très répandu le vers libre et il se cantonne, il reprend les modèles qu'il a peut-être appris et surtout qu'il a lu chez Tekeya. Et alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans les poèmes politiques de la fin, les vers sont vraiment très longs. Alors, ça va du 14 syllabes jusqu'à 20. Hortain Hayastanin, c'est 20. C'est vraiment trop long. Pardon, il n'a pas le souffle. Ça fait de la prose. Alors, le danger des vers trop longs, c'est justement qu'il faut avoir le souffle et en plus des choses pour l'Arménie soviétique à l'époque c'était ce texte, ce poème relève davantage du discours que de la poésie elle-même. Mais maintenant a écrit cela. Donc il faut dire que sur ce plan, sur le plan technique et sur le plan du langage, Manouchian n'innove pas du tout. Il reprend à son compte le langage poétique en vigueur dans les années 20, donc post-catastrophique, et il l'utilise là comme la langue de la poésie. Alors, de cet ensemble, donc j'ai dit donc, des recueils, on a à cet ensemble, donc il faut ajouter Boussara Pierazner, et puis les poèmes politiques. En tout, Manouchian, c'est 61 poèmes, d'après ce que j'ai pu regarder. Alors je peux vous dire les poèmes politiques, qui s'appellent Hagafashist Hamajorov, Zankou 35. Et puis il y a Karts Arshad, c'est la course des affamés. Et puis Antanur Korzatul, février 34, écrit 34 et dans Zankou, août 35. Il y a aussi, c'est ça l'intérêt, il reprend parfois certains poèmes qu'il a publiés, il les retravaille. Et c'est ce travail de nouveau qui est intéressant puisque on a un autre poème, pratiquement un autre poème. Alors, c'est donc, alors, à partir de ce texte, de ce recueil de 46, qu'en Arménie, on a publié en 56 le recueil qui s'appelle Imyelk. Imyelk, qui ne comprend que 39 poèmes, mais là, l'intérêt, c'est qu'ils ont classé d'après l'ordre chronologique. C'est illogique, mais alors, ils ont enlevé tous les poèmes non, comment on peut appeler ça, qui ne convenaient pas à l'idéologie dominante. Par exemple, Manouchian a 2 poèmes sur l'ennui, Tsantsuit et Tsantracht. Tsantracht, c'est le titre baudelairien pour dire le spleen. Et on ne les trouve pas. D'autres poèmes, notamment les poèmes d'amour un peu trop audacieux, ont disparu de cet ensemble. Mais il a l'avantage d'exister. Et en plus, c'est à partir de ce recueil qu'en Arménie, son nom s'est répandu. Et on trouve des références dans Spilkai, Karaganoukion et puis d'autres travaux. Mais en général, on ne lit pas les originaux qui se trouvent, c'est-à-dire, en fait, on n'a jamais fait un effort de faire un recueil philologiquement fondé.
C'est-à-dire on a pris le recueil de 1946 comme absolument sûr, alors qu'il n'est pas sûr du tout. Comme je vous ai dit, il y a des vers tronqués, par exemple, là, pour vous donner une idée du genre de choses auxquelles les auditeurs ne font pas du tout attention, et les traducteurs non plus. Par exemple, Tebi Franza. Tebi Franza, les voiles de la nuit partout éparpillés sont tombés en silote, enfin, c'est ça. Hamainadarat, Kishevi, Pesher, Ningeren, Larin, Arven, Arpat, Michairagani, Holani, Mechkin, Zerpoldoratsev, Kompet, Dajari, Yedin, Nastra, Zir, Ichere, Zovun, Vra, Horizon, Nanzir. Il est évident que le quatrième vers manque. Il faut normalement qu'il y a Hamainadarat, c'est un vers de 15 syllabes avec des manques de 5, 5, 5. Dans le quatrième, il manque 3 syllabes. Ces 3 syllabes, on peut les retrouver dans le manuscrit, évidemment. À cet endroit-là, Manouchian a fait une correction et il a rajouté les 3 syllabes. Et il faut dire Ichevezovunvra, Yevkedzer, Horizon Nandir. C'est ça, les 3 syllabes manquantes. Alors, évidemment, donc il faut se méfier de l'édition de 46, philologiquement non fondée. Alors, à cela, il faut aussi ajouter au texte Manouchian les carnets. Les carnets, Manouchian, tous les témoignages parlent du fait que Manouchian avait dans ses poches tout le temps des carnets et qu'il notait ce qu'il voyait, mais en général ses pensées. Alors ces carnets, le contenu de ces carnets ont été parfois publiés dans des journaux, enfin à Paris dans le journal Puragen dans les années 60, on a publié toute une série, Tertikner, Misak, Manouchiani, Orakrip, ça veut dire des feuillets du journal de Misak Manouchian. En réalité, c'est faux. C'est pas un oracle, c'est pas un journal, c'est des notes qu'il prenait de temps en temps et aussi parfois des notes de lecture. C'était un homme très ordonné apparemment, puisque chaque fois il note ce qui semble important pour lui. Alors, il y a aussi d'autres carnets, mais les carnets dans l'ensemble restent inédits. Espérons qu'on va les éditer. Mais en tout cas, ces carnets. Alors, il y a un beau chapitre du contenu des carnets dans cet ouvrage qui est paru en 2020, à Yerevan, qui s'appelle Misak Manouchiani Yekeren Kimanegara. Ça veut dire le portrait moral de Misak Manouchian. Et ça a été fait par Madame Silva Tsoukiasian, dans lequel nous avons, c'est une vraie compilation, elle a mis à peu près tout ce qu'elle pouvait trouver, des carnets, mais aussi ce qui reste de sa correspondance. Notamment, il y avait une correspondance avec son instituteur, Grigor Boradian. Il avait une correspondance avec Arshak Chobanian. Alors, la correspondance avec Arshak Chobanian, c'est très intéressant parce qu'Arshak Chobanian lui apprend la versification. Arshak Chobanian, il avait la manie à chaque poète qui s'adressait à lui, parce qu'il représentait, il était une autorité, eh bien, il lui apprenait les rudiments de la versification. Ben, c'est aussi normal, puisque en arménien, il n'y a pas de recueil, il n'y a pas d'ouvrage pour apprendre la versification. Comment vous apprenez la versification? En lisant les autres et puis en travaillant. Il n'y a pas d'ouvrage là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est vraiment très primaire. Donc vous devez vous apprendre vous-même par vos propres moyens. Jean a dû faire le même genre de travail. Alors, donc l'ouvrage a été confectionné
rédactionné, je veux dire, préparé par une personne qui ne lisait pas l'arménien occidental. Alors, à chaque ligne, à chaque paragraphe, vous avez des verbes conjugués à l'oriental ou des phrases qui sont mal orthographiées. Donc, c'est un ouvrage qu'il faut lire avec beaucoup d'attention pour pouvoir l'utiliser. Il faut être très averti. Donc, mais néanmoins, c'est un ouvrage qui a ses qualités, puisque cela existe. Alors, à la fin de son ouvrage, elle est allée chercher les rédactions de l'école Manouchian à Yerevan. Elle a mis les rédactions à la fin du volume. Alors là, vous voyez un peu le salade que ça fait. Il y avait du Manouchian et les rédactions des élèves de l'école Manouchian à Yerevan. Bien, bien. Alors, j'ai essayé de déblayer le terrain. Vous voyez bien que le recueil que nous avons pose beaucoup de problèmes si on s'intéresse dans. Alors, il y a aussi une chose que je voudrais dire concernant cet ouvrage. Gérard a dit qu'il y avait la version arménienne et la traduction française. J'espérais, c'était enfin on avait un ouvrage, on pouvait le lire, l'original. J'ai été très vite déçu parce que, non pas parce que je suis exigeant, Manouchian se dit qu'il était très exigeant. Donc, je suis Manouchian dans cette affaire. Alors, simplement, à chaque page, il y a des coquilles. À chaque page. Il faut donc maîtriser bien son orthographe et l'arménien en général pour restituer la forme originale. Et parfois, d'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas restituer les formes exactes. Alors, je vais revenir tout à l'heure, mais j'aimerais suivre ce que m'a pensé. Manouchian avait le projet d'un ouvrage à faire. C'est-à-dire, il rêvait d'un recueil, non pas d'un recueil, d'un ouvrage. Il dit d'ailleurs et cela dès son arrivée en France. Et d'ailleurs, il avait intitulé, par exemple, dans son carnet du 27 septembre 1933, ce projet est très clairement défini. Il s'agirait d'un recueil qui serait intitulé « Chant d'un ouvrier », Tambori Yekler. Au total, 18 textes, enfin du moins qui étaient prévus, et dans le carnet, on a aussi les titres des poèmes. Comme il y a une note, une série de poèmes, pour Betkeske Siborpanotsen, qui doit commencer de l'orphelinat, Megneles, Minchev, Nerga, Oreras. Autrement dit, de l'orphelinat jusqu'au présent. Une série de poèmes. Alors, la série commence sous la mer, mon âme chargée de rêve part pour l'Europe. C'est le fameux poème pour la France. Pour le reste, deuxième poème, le port de Marseille. Troisième, le chantier de Seine. Quatrième, Toulon. C'est navire de guerre. Cinquième, vers Paris, gare et train. Sixième, paysage. Autrement dit, vous avez le titre des poèmes qu'il allait écrire, mais dont certains, on sait, n'ont jamais été écrits. Ce projet, il s'agirait en fait d'un projet poétique inabouti.
Alors, lui-même, j'ai commencé à vous parler à vous lire cette note de son carnet. Il dit « Une grande œuvre poétique germe dans mon esprit. Dans la matière sera la souffrance de l'esprit humain. Ils seront traités toutes les périodes de l'histoire humaine, de la création jusqu'à nos jours. Ils seront montrés toutes les grandeurs et toutes les exaltations, les philosophes et les savants, les tyrans et la foule servile. Comme conclusion sera donnée la victoire du communisme. » Apparemment, le recueil de 46 n'est pas du tout ça. Le projet, c'est un peu une histoire à la Victor Hugo, légende de siècle, la légende des siècles. Hein. On commence par une période très ancienne et on arrive au jour présent. En tout cas, Manouchian n'a pas eu le temps de réaliser cette œuvre. Alors, je ne vais pas vous m'appesantir longtemps sur les travaux qui ont été faits, parce qu'il y a eu longtemps, dans les années 60, 70, des traductions des poèmes de Manouchian. Dans notamment Europe, littérature arménienne, il y avait un numéro des années 60 où il y avait déjà 3 poèmes de Manouchian. Dans l'anthologie de la poésie arménienne de Rouben Melich, on a aussi des traductions de poèmes faites par Rekimian. Il avait l'avantage de lire l'arménien. Alors que dans la littérature arménienne, les traductions étaient faites par des non-arméniens à partir d'une première traduction, comment on appelle ça? Littérale. Littérale. Traduction littérale, oui. Alors, donc, Stéphane a fait un travail important, puisqu'il a traduit l'intégralité du recueil. Alors, le recueil, comme il a été dit, reprend le texte arménien tel quel, et dans l'ordre de succession des poèmes, sans amender ni corriger des erreurs manifestes. Comme on a recomposé le texte, des coquilles sont arrivées par centaines. J'ai commencé à faire une liste, mais puis j'ai renoncé, puisqu'il y en avait beaucoup trop. Et je ne veux pas discuter des questions de traduction. Cela veut dire, entre autres, que je ne partage pas certaines options que le traducteur a fait. En matière de traduction, il y a autant de traductions que de traducteurs. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Mais je ne peux pas passer sous silence un certain nombre de confusions. Des confusions qui sont un impact sur le texte, sur la lecture que vous faites. Par exemple, je ne vais pas aller très loin, je ne prends qu'un cas. Manouchian aime employer beaucoup le mot ro, roher. Et en prose ou en vers, il emploie le mot ro. Ça veut dire, en arménien, l'arménien tel que je connais, c'est penser. Et méditation, au 5e siècle, ça voulait dire aussi méditation. Dans les contextes mystiques, ça voulait dire méditation. Ça peut vouloir aussi dire songe. Et les dérivés, ro a des dérivés du genre rohun, pensif, qui sont confondus constamment du début jusqu'à la fin, ces deux mots, ro et rohun, sont confondus avec chor et chorung. Je suis très déçu. Parce que franchement, on ne peut pas confondre, on ne peut pas faire ce genre de confusion. Alors, pour que ma parole, pour que ce que je dise ne reste pas en l'air, je vous prends, je vous lis le poème qui se trouve à la page 46, qui s'appelle « Avec la nature ». C'est un poème
intéressant parce qu'on voit que Manouchian a je dirais, une sorte de contact avec la nature, et la nature éveille ce que constamment il censure, à savoir sa vie d'avant son arrivée dans un orphelinat. Autrement dit, les années, alors c'est les années entre 1915, quand il a vu la disparition de sa père et de sa mère, et 1919, pendant cette période, il a vécu avec les Kurdes. Il était berger, dit-il. C'est lui qui dit d'ailleurs, il était berger. Et des souvenirs échappent comme ça dans ce poème. Alors, le texte, dans la deuxième strophe, c'est Khabaribes, Lour, Anorbes, Khorun, Ovgeani Apin, Gaptazen Minak. Luise Hoktapek, Khoher Salhamak, Hansnerem Zovu, Kino Harerum. Traduction. Silencieux et profond comme les ténèbres, je me dresse seul sur la rive de l'océan, avec les éclats de lumière des profondeurs, je me suis livré au jeu ivre de la mer. Le conte n'y est pas. Le conte n'y est pas, puisque, je vais vous lire la traduction que j'ai faite, un peu, beaucoup plus proche du texte. Silencieux et pensif, comme les ténèbres, je me dresse seul sur la rive de l'océan, fatigué des lumières, toutes mes pensées, je les ai livrées au jeu ivre de la mer. C'est ça le texte, et sans la conclusion. Alors, l'ennui, c'est que apparemment le traducteur ne s'est pas aperçu de la différence. Mais je vous dis, dès du début jusqu'à la fin du recueil, dans toute la traduction, chaque fois que vous avez trop, vous avez trop. La confusion, enfin, me laisse confus aussi je ne comprends pas qu'on puisse faire une telle bévue. Non, c'est vraiment curieux parce que je sais pas, ou alors il y a eu un... Ouais, non, alors, je voulais, oui, avant, tiens, puisque je voulais dire, si on peut retrouver le plan de cet ouvrage, enfin de ce recueil de poèmes sur sa vie arrivé en France, cette espèce d'odyssée qu'il voulait reprendre, on le trouve dans, vous savez, dans l'édition, la réédition des mémoires de Méliné Manouchian, qui a été faite chez Parenthèse récemment, qui est sortie et que Olivier Arjabédian a mise au point. Et il y a 10 pages consacrées à Manouchian poète, et on a dedans quand même la transcription en français, et je crois qu'il y a la version arménienne aussi, des lignes où Manouchian parle de ce projet. Hein. Il y a quelques points là-dessus. Non, sur la confusion, je ne comprends pas, parce qu'effectivement, ou alors il y a eu un problème informatique. Il faut dire que le temps dont a bénéficié Stéphane Germakian pour traduire a été très court. C'est-à-dire qu'il avait un mois et demi pour traduire les 56 poèmes. 56 poèmes. Moi, je pense que quand on est sous pression comme ça, 56 poèmes à traduire en un mois et demi, malheureusement, on risque de multiplier les bévues, alors qu'on aurait probablement évité de tomber dans l'erreur en ayant un peu plus de temps. Aussi en communiquant sa traduction et les problèmes que les textes posent à d'autres. Oui. Non, parce qu'il y a quand même une chose. Les coquilles qui se trouvent dans le texte arménien recomposé sont injustifiables. À mon avis, c'est injustifiable. Il peut y avoir une ou deux coquilles comme ça, mais quand vous avez à chaque page, ça commence à poser des problèmes. Mais pour ce qui est de la traduction en général, je ne veux pas me lancer dans cette voie, mais je pense qu'il y a d'autres cas aussi où... Non, parce que quand vous regardez un dictionnaire et que vous ne faites pas attention, vous confondez le mot dans le sens que vous cherchez, vous confondez avec le mot qui se trouve au-dessus. Et alors vous traduisez avec ce mot-là.
Par exemple, le mot hurti veut dire fertile. Alors je me signale que ce vocabulaire fait partie de la langue poétique vieillotte des années 20 et 30. Aujourd'hui, hurti, c'est un mot qu'on ne trouve que dans les dictionnaires et chez Daniel Valjean, d'ailleurs, donc dans la poésie. Hurti veut dire fertile, pleine, abondante. Ça s'écrit avec un i ou r, tau, i. Alors, confusion avec hurutk. Hurutk veut dire sortilège. Sortilège. Hurutk, alors vous savez, il y a, dans les croyances populaires, il y a les hurutk qu'on emploie. Alors, ce genre de... simplement, dans les dictionnaires, hurti est suivi de hurutk. Parce que tous les deux, ce sont quand même des mots rares qu'on ne connaît pas. Alors bon, voilà la situation. C'est vrai, il y a eu peu de... Voilà. En un mois ou 2 mois, on travaille une traduction comme cela, avec un texte qui posait déjà beaucoup de problèmes. C'était pas évident. Non. Alors, ce que j'aurais voulu, c'est de tracer un peu un itinéraire imaginaire et, à travers ces poèmes, et tenter de reconstituer le contexte où ils se sont élaborés. Alors, je vais quand même vous lire un certain nombre de notes rédigées par Manouchian en marge des poèmes. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'un poète comme Manouchian a une espèce de réflexion parallèle à la poésie, au recueil, au poème qu'il écrit. Alors il dit par exemple, ces notes sont des années 31-33. Indispensable comme l'alimentation quotidienne, je dois chaque jour nourrir ma pensée et mon âme de savoir et de poésie, afin de ne pas me brûler dans la vie de tous les jours, de me renforcer, de me doter d'une cuirasse face au combat quotidien, pour affronter et me tenir le front haut devant le sévère et implacable juge qu'est ma conscience. Il emploie le mot hirch et non pas kidatsutu, conscience morale. Je me libère relativement de ce combat lorsque je parle avec mes plus grands et sincères amis que sont les livres. Autrement dit, c'est un homme qui lit beaucoup. Alors, deuxième note, souvent dans mes lectures et mes méditations, des mélodies musicales indéterminées m'émeuvent. Et des souvenirs inconnus et lointains s'éveillent dans mon âme et je me transporte dans une félicité paradisiaque. Mais de cette félicité émerge un intense courant de douleur. Pourquoi ne suis-je pas capable de m'exprimer? C'est-à-dire de voir le reflet de mon âme dans l'œuvre qui aurait été la mienne. Vous voyez, il y a déjà la conscience de ne pas pouvoir faire l'ouvrage qu'il rêve. Alors, il donne le plan de notre ouvrage. Il dit « Écrire le chant d'un individu qui se sent seul dans une ville qui l'entoure totalement. Il n'est ni malade, ni fou. Il ressemble à un étranger, Odaragan, qui, loin de son pays, ne comprend ni la langue, ni les mœurs. Il est l'étranger. » Je crois qu'on a prévu de lire le poème étranger, non? C'est l'étrangeté. Étrangeté. Ma mère m'a donné naissance dans la crèche de la misère et a emmailloté mes jours dans l'entrainte du berceau. Mais la fontaine de son amour a ouvert mon âme et je la distribue sans cesse à chaque passant assoiffé. Mes os se sont renforcés. Mon esprit a pris son envol. Par la grâce impersonnelle et prodigue de Mère Nature, j'aime tous les humains par les lumières de la conscience. Encore obscures sont mes pensées d'un tout autre amour. Il frappe de partout
et me jette au visage, comme une gifle pleine de rancœur, le mot étranger. Et ils lancent les flèches de la jalousie qui engendre le crime. Comme les relents pestilentiels de l'ordure et de la saleté, ils corrompent sournoisement le jardin fleuri d'amour. Le souffle de l'étrangéité, ainsi salit mon âme. Juillet 1933, Paris. Production. C'est page 88. Production. Դժվարության մստուրին մեջ է ձներ մայրս ինձի, ու պատվեր է զրգանքի խանցարուրողն իմ օրը, բայց իր սիրո մշտահոս աղբյուն հոգույս է կացեր, որ ես անվերջ կպաշխեմ ծարավ ամեն անցորդին։ Ոսկորներ սեմ զորացեր միտ սիր թեբերն է արեր, մայր բնության շրայլած անանցնական շնորեն, մարդիկն ամայն դսիրեն կիդակցության լույսերեն մտածումներս այլասեր, երբ որ վարած չէին դեր։ Ամեն ուրեք կզարնեն սագայն անոնք երեսից, ինչպես ապտակ ողալից, ուդարագան, պարն և գարցագեն մախանքի նեդերն իրենց ոջրածին։ Ինչպես ցեխի, կաշտության, անշնչելի հոսանքներ կապագանեն նենքորեն Պուրաստան սիրապեր, ոդագության շունչն այնպես կբլձե արդ իմ հոգին։ Voilà, un poème concernant l'étrangeté, Odarution. C'est pas la raison de traduire Odarution, parce que Odarution, c'est à la fois le pays étranger dans lequel on vit, on se sent étranger aussi, Odarution. C'est donc, on n'y vient pas un seul mot pour rendre, parce que, vous savez, là, le vocabulaire, c'est aussi dans... Ça dépend aussi de la langue d'arrivée. Je veux dire, pour les Français, Odarution, ça n'existait pas. La France, pour les Arméniens, les Arméniens ont développé tout ce vocabulaire. Il y a X nombre de mots concernant la relation à l'étranger. Odarution n'est pas non plus uniquement l'étranger. Donc, Odarution, dans ce poème, je ne vais pas faire une analyse serrée du texte parce qu'il y a beaucoup ce qu'on appelle des chomik, c'est-à-dire des mots qu'on ajoute pour compléter le membre. Parce que dans la versification arménienne, un vers est composé de membres. Ce membre peut être 4 syllabes, 3 syllabes, 2 ou 5. En général, le nombre de syllabes va de 2 à 5. Et évidemment, dans ce poème, vous avez là une sorte d'accumulation de sons qui est difficile de prononcer ensemble. Mais bon, je ne vais pas, on ne peut pas. Alors, son l'itinéraire de Manouchian, poétique et spirituel, commence par un voyage en bateau. Le voyage en bateau, et le thème du voyage n'est pas en fait très original, puisqu'on trouve chez les poètes des années 30 à Paris. Arménien, je veux dire, on trouve chez Topalian, on trouve chez Sarafian, et chez les autres, dans la mesure où eh bien, tous ceux qui arrivent, eh bien, ils arrivent par le bateau, et donc il y a un processus qui se fait par un voyage maritime. Et pour des voyageurs de cet ordre, l'arrivée à un lieu est important. Alors que les grands poètes français, comme Rimbaud par exemple, ils se lancent dans les aventures, le bateau ivre, eh bien, il se laisse aller au flot de l'océan, eh bien, parce que pour un poète français, arriver quelque part n'importe pas, alors que pour un orphelin, un rescapé, il est indispensable qu'on arrive quelque part
où on puisse habiter, c'est-à-dire où on puisse être sauvé. Donc, c'est là, pour Manouchian, alors il dit, dans le texte dit, j'ai laissé derrière moi mon enfance, Mangoutiunas Aref. Mangoutiunas Aref, c'est pas mon enfance, c'est pas au soleil, c'est mon enfance soleil. Alors, dans la traduction, même à un moment donné, le poète Manouchian dit je respire Arev Geshenchen. Je respire soleil. En français, évidemment, ça ne se dit pas. Alors on dit la traduction, je respire au soleil. Ah ben oui, vous respirez sinon, n'est-ce pas, ça devient redondant. Alors qu'en arménien, c'est une partie de verbe audacieuse. En français, ça devient très banal. Enfin bon. C'est un adolescent ivre d'un rêve de papier et d'écriture qui veut jouir de la sagesse et de l'art. Il dit, il est la métaphore donc assez banale du navire et commune, comme j'ai dit, à dos. Vivre, il est habité par un rêve et ce rêve, c'est de vivre, c'est-à-dire de vivre en maître et non pas en esclave. Dans Veratsum, il a un poème qui s'appelle Veratsum, élévation, extase en fait. Il a été traduit par Veratsum, et quand vous traduisez Veratsum, qu'est-ce qui vient? Baudelaire. Mais le poème n'a rien de baudelairien. Autrement dit, quand vous traduisez, le choix d'un mot provoque des liens dans le contexte de l'idée. Donc, Veratsum, devenir maître, c'est surtout cesser d'être esclave, c'est-à-dire dépendant des autres. Et à l'orphelinat, l'enfant savait qu'il dépendait des autres, c'est-à-dire de ce directeur. Il dépendait aussi du fait qu'il ne pouvait pas abandonner ses parents, enfin, qui étaient morts, certes, mais il ne pouvait pas se dégager de ce souvenir. Et d'ailleurs, cette chose est très forte chez lui, d'autant plus que l'enfant dit, le poète dit, Metzat mich, j'ai grandi tout le temps en luttant. J'ai toujours combattu pour vivre. La vie, ce n'est pas quelque chose de donné, c'est le résultat d'une... Non, pas la vie, c'est une lutte permanente pour l'orphelin, pour arriver à devenir toi-même. Cette lutte, évidemment, il y a des parenthèses, et dans ces parenthèses, notamment la nature. C'est-à-dire la nature apparaît comme ce lieu où les rapports de force ne priment pas. Ce thème est assez traditionnel au fond, mais il n'empêche que Manouchian parvient à renouveler un certain nombre d'éléments. Et on a dans le milieu fermé où il vit, où il dit, il a parfois, grâce à la nature, des sortes d'échappées. L'échappée, alors, oh, Gertsam, je désire. Alors, je vous signale que Gertsam, aujourd'hui, c'est pas dans le langage courant, c'est le désir. Gertsam. C'est pour lire ce genre de poème, il faut avoir un vocabulaire assez développé. Oh, Gertsam, la Gestoren, il dit, je souhaite de nouveau l'ami des vents, le prince des montagnes, l'Erneru Ishran, Manugorevus Hoviven Haver Shen. Je voudrais être le berger des jours de mon enfance. Alors, dans le texte frappé, Shen n'est pas traduit. Chêne vivant, ça veut dire un clin de vie.
Et au contraire, c'est orthographié Chen. Che et Na, ce qui ne veut rien dire. Bon. Et d'où, alors, il veut Manouk, Loxrinkov, Ashara Hamain, Kravel, je veux conquérir le monde avec, avec le chant, c'est-à-dire avec la poésie, et je voudrais aimer Cyril, servir, être aimé. Le poème se termine comme ça. Alors, comme, évidemment, comme pour nombre survivants, le passé catastrophique demeure. Et Manouchian a un seul terme qui fonctionne comme un mot de code. Il dit l'hier, hier. Il dit Yereg Aysor de Verabri. Hier survit aujourd'hui. Donc, hier survit, le passé est dans le présent. D'où la question comment se faire d'autres attaches, d'autres amis, c'est-à-dire de nouveau, se donner de nouveaux espoirs. Alors, c'est donc dans le texte qu'il consacre à Baldjian, il y a pratiquement une sorte d'autoportrait. Il dit, voilà, je vais vous lire ce texte, il dit, hier survit, aujourd'hui, on est l'enfant de son hier. Martas il yeregi zanuntene, gama à gama. Bon gré, mal gré, surtout quand cet hier est la gestation de la mort. Yereg mahman yergung mene. Très jeune, Baldjian, enfin le peintre dont il parle, a été le témoin de l'égorgement de sa mère et de ses frères, dont l'impact est resté toujours en lui et apparaît dans ses œuvres. La monotonie, cependant, conserve en nous les mêmes sensations. Il faut de nombreuses, puissantes et bouleversantes expériences, beaucoup d'expériences vécues pour pouvoir user une persécution, c'est-à-dire pour en finir avec la persécution des souvenirs, c'est-à-dire les souvenirs qui vous suivent, qui vous persécutent, et les donner à la roue du temps. Alors, ce texte fait directement écho au poème qui s'appelle « Survivance ». Nous avons le verbe « hier »,« survivre » aujourd'hui, je crois que c'était parmi les textes que j'ai donnés. Voilà, c'est dans le début, le quatrième, de la quatrième phrase. Yeregen Aysor Gevera. C'est l'un des rares mots, des phrases que vous pouvez garder dans votre souvenir. Si vous cherchez dans les poésies de Manouchian des vers qui vous frappent par leur musicalité, par l'exactitude de l'image, des choses qu'on appelle la sorcellerie poétique, eh ben, vous n'en trouverez pas. Mais de temps en temps, on a des phrases comme ça qui vous frappent. Donc, Yeregen Aysor Verabri. Autrement dit, et n'oubliez pas, en 1944, c'est aussi au moment où il agit, si vous voulez, eh bien, ce hier persiste. Alors, dans ces années 28-31, il y a une effervescence incroyable à Paris. Les jeunes qui sont réunis autour d'un projet qui n'est pas très clair, qui s'appelle Hardcore. Hardcore, c'est un nom pour désigner non pas la constellation, une constellation, la Voie lactée. La Voie lactée en arménien, Hardcore. Eh bien, il y a plusieurs groupes de jeunes écrivains, sur lesquels d'ailleurs j'ai écrit, mais tout le monde, et dans ce groupe, il y a des artistes, c'est-à-dire des artistes comme Yerban Koçan, ils se rencontrent tous les mercredis, et il y a une conférence
Richard fait une conférence sur le futurisme dans la peinture, par exemple. Il y a Las qui lit ses morceaux de prose. Il y a Sarafian qui lit ses poèmes, les poèmes qu'il vient d'écrire et qu'il va publier. Autrement dit, c'est un lieu où les gens se rencontrent, il y a une activité comme outil culturel. Et petit à petit, l'idée émerge de revue, mais alors des groupes se forment. Je pense que le groupe Chunk est un de ces groupes qui s'est formé comme ça, indépendamment des autres, et très vite, en 30-31. Alors, comme Gérard a dit, Chunk veut dire effort. A connu 12 numéros, et Sema, le poète Sema Ahmadjian et Manouchian, ensemble, ils ont lancé cette revue. Dans cette revue, Manouchian a publié quelques poèmes. Il a publié aussi les poèmes de son frère Garabet. Il avait un frère qui était mort de tuberculose en 1928 à Paris, dans des conditions épouvantables, et ça l'avait beaucoup marqué, cette mort de Garabet. Et donc, dans Chunk, il y a aussi un certain nombre de textes, mais il faut dire que Chunk se présentait comme le mensuel des écrivains les plus nouveaux. Norakuin, Haiker, Orneru, Amzate. Norakuin, mais Chunk n'avait pas vraiment de programme littéraire. Et évidemment, cela n'allait pas tellement, c'était pas évident. Dans le numéro 10, nous lisons, qui est paru au mois d'avril 31, une note de la rédaction qui annonce la démission de Manouchian. Aucune raison n'est donnée. La démission est acceptée par Sema. Pourquoi? Ses amis qui se rencontrent tout le temps, qui sont ensemble. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut regarder la page? Alors, vous avez ici un cas type de compétition ou poétique. Alors, sur une page, vous avez un poème de Sema et un poème de Manouchian. Le poème Sema, d'ailleurs, je signale que Sema n'a jamais repris ce poème dans son recueil. Alors, on se demande pourquoi. Racheline Hamad. Houchek, chant de souvenir pour... Est-ce qu'on a la page? Ah, la page, attends. Ah non. Non, il n'a pas. Bon. Alors, j'en profite pour dire que si vous voulez consulter ces numéros de Chang, de Zankou, d'Anahid, on les trouve, ils sont entièrement, enfin je crois, entièrement numérisés par la Bibliothèque nationale d'Arménie. Donc il suffit d'aller sur le site et vous trouvez en numérisation tous les numéros. Ne serait-ce que pour avoir une idée un peu de la façon dont c'était composé, et éventuellement de lire. Alors, ce texte, comme je dis, les deux poètes se trouvent sur la même page et traitent du même sujet, c'est-à-dire l'amour. Et d'ailleurs, vous avez donc Houchek, Racheli Hamad. Rachel, c'était au nom une juive turque. C'est un poème d'amour, et les deux poèmes sont construits de la même manière. Vous avez une petite strophe au début, Hichem, Parer, Namen, etc. C'est un souvenir de la jeune femme qu'il a connue dans tous les sens du mot, et puis qu'il a abandonné. C'est un poème d'amour avec un petit récit intérieur. Alors, le poème comprend 5 strophes. À côté, vous avez Kertorissel.
poète, non, amour du poète. Même type, une strophe courte au début et qui dit Seras quelqu'un sporoti, je chante mon amour de la ville, de la rue. Ins anzanot ein archigin de cette fille qui m'était inconnue, volum que Zerpaeli dont l'éclat comme un miroir réfléchissait dans le lac de mon cœur. Alors, et après, vous avez un poème, le poème 5 strophes. Ça ne peut pas être un hasard. Les deux amis se sont mis d'accord pour faire une page où chacun traitait l'amour. Ils étaient donc, il y a là une sorte d'émulation l'un par l'autre. Et je crois que, alors, l'intérêt de cette édition, c'est que le titre a disparu dans l'édition de 46. Et la dernière strophe qui a disparu dans cette édition-là. Que dit la dernière strophe? Dans ton regard, dans ton regard flamme, mon regard brûle, merjumot anorok, ton refus impitoyable, Isure Hamar, est enfin obstiné. Minch que ne varie alors que des failles, Hokis Hamra parle lentement mon âme, ou Pararas tardam et mon vacillant, Ser Gerkenkesi te chante de l'amour. Alors, cette strophe a disparu, et à la place du titre, on a mis 3 étoiles. Vous voyez bien comment, d'une édition à l'autre, il y a un vrai travail de manipulation. Pourquoi la dernière strophe a disparu? On n'en sait rien. Est-ce que le poème était considéré comme beaucoup trop érotique? En réalité, c'est un poème de refus. N'est-ce pas? Alors que dans le poème de Séma, c'est un amour consommé. Et dans le texte, dans le poème de Séma, dans le poème de Manouchian, il y a refus de la femme. Merjouma, d'autant plus qu'elle est impitoyable. Évidemment, on peut se demander si le texte de Manouchian, le poème de Manouchian, traite de l'amour charnel ou de l'amour concernant l'art. Non, il y a une ambiguïté puisqu'il y a le mot Matiin Mielazarchik, Kertvat, fille de mon rêve, et un poème vivant. Donc, on peut faire une lecture différente, alors que le texte le poème de Séma ne donne pas lieu à une telle lecture. En tout cas, pour quelle raison la rupture entre les amis? Eh bien, dans la lettre qu'il écrit à son instituteur, Manouchian, qui était en chômage à cette époque, d'ailleurs il le dit qu'il vivait très difficilement, il était au chômage, il dit « J'ai démissionné de Chunk parce que mon comportement exigeant, lui était intolérable. Ils ne nomment pas Séma. Irène. Mais on sent que c'est... Non seulement sa part de composition, la typographie était insuffisante, le journal, mais son contenu était particulièrement faible ces derniers temps par rapport au projet qu'on se proposait de réaliser. Par le chemin qu'on avait emprunté, nous pouvions promouvoir un grand mouvement et à peine la revue avait trouvé une place auprès du public quand les parents de mon ami ont débarqué à Paris tel un fléau. Et ils ont dérangé notre travail car nous publions Chunk avec nos propres moyens et fonds.
c'est curieux, c'est des parents. Les parents, Sema avait une mère et sa sœur qui est la poétesse Marie Atmadjian. Et Marie Atmadjian raconte qu'il avait rencontré son frère et Manouchian dans une chambre de rue des Fossés Saint-Jacques. Et c'était genre invivable. Donc, les deux amis vivaient ensemble et travaillaient ensemble pour le journal. Voilà que débarque la famille et Manouchian se rend compte que Sema n'est pas un orphelin comme lui. Il a la famille alors que lui, il vient de perdre le seul élément, son frère Garabé. Il avait un autre frère, Raik, qui était à Alep à l'époque. Donc, il y a ça. Et je suppose aussi que Marie Atmadjian avait commencé à prendre beaucoup de place dans la revue Chang. Elle y publiait déjà des poèmes impossibles. Mais Sema peut-être ne pouvait pas refuser les productions de sa sœur et que ça ne pouvait que déplaire à Manouchian. Il a donc donné sa démission. Et vous voyez là, il y a des raisons littéraires, mais il y a des raisons extra-littéraires concernant l'environnement, la famille. Alors, les relations entre les deux amis sont apparemment plutôt froides. Et j'ai trouvé une lettre de Manouchian à Sema, datée du 31 décembre 31, je vous lis. Depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que je me suis installé à Châtenay, j'ai perdu mon intimité avec moi-même. Étrange cette phrase. Comment on peut dire ça, une chose comme ça? Je ne comprends pas. Autrement dit, je ne suis pas seul. Je n'ai presque rien écrit malgré le fort besoin que je sens pour écrire. Je vis physiquement et je grossis, je m'engraisse, mais crois-moi mon cher, j'aurais voulu vivre du pain et du fromage en sécurité et en intimité avec moi-même. Non, je ne me plains pas de ceux qui m'entourent, ce sont tous des gens bien. C'est moi qui ne suis pas satisfait. Je n'arrive pas à donner satisfaction à mon monde intérieur, ce qui est la question principale pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même et pour communiquer avec les autres. L'inspiration qui me vient directement de la vie et que je chante dans la solitude, dans ces conditions, elle ne trouve jamais en moi concentration et recueillement. À l'usine, dans la fumée et la vapeur, il évoque les années où il était à Citroën et puis près à Seine. Dans la crasse et l'huile de la machine, dans l'immense tintamarre, mon âme recevait un grand élan que maintenant où je vis plus d'élan que maintenant dans le calme. Ici, mon travail est une sorte d'emploi de serviteur. Si tu modifies les relations extérieures. C'est dans la vie que j'ai reçu et reçois ce qui est la vraie culture. Et à côté de culture, il met le mot français déjà. Il met Mechabouit, il met culture. Pour moi, tout travail est agréable, mais cela d'une manière temporaire. Je veux sentir tout par moi-même, palper de ma propre main. J'aurais voulu même vider des poubelles si l'occasion se présentait. Néanmoins, avant tout, ce qui est important pour moi, c'est le travail de la pensée. Medaïn Ashradanka. Le reste ne vaut plus rien. L'autre jour, j'ai manifesté le désir de m'occuper du jardin, de m'en occuper complètement. Tu ne peux pas imaginer la joie que j'aurais sentie. D'abord, je suis un paysan. Toute mon enfance, je l'ai passée avec le vent. Ensuite, j'aurais pu ainsi apprendre les noms des plantes, des fleurs, des fruits. J'ignore tout cela. Je n'ai jamais fréquenté un jardin d'enfants, Mangabardès. Ayant juste appris l'alphabet, l'éducation arménienne s'est logée en moi, mais je ne connais parfaitement ni l'histoire des Arméniens,
ni la géographie de l'Arménie. Nous sommes en décembre 31. Depuis un moment, 2 fois par semaine, les après-midi, je vais à la bibliothèque arménienne. On parle beaucoup de cette fréquentation à la bibliothèque Sainte-Geneviève, mais on ne parle jamais de sa fréquentation au Noubarian. Pour faire des lectures à propos de l'histoire de la littérature arménienne. Cette année, je veux connaître notre littérature, les principaux écrivains et leurs œuvres. Nous en reparlerons. Donc à bientôt, mon co-rédacteur en chef de la grande revue Tchank. Donc, il y a une relation qui est rompue et Sema va répondre par une lettre beaucoup plus courte. Il dit oui, je comprends, tu ne veux pas venir nous voir. Alors que quand vous lisez Maria Ahmadjan dans ses souvenirs, elle raconte comme si Sema Manouchian était tout le temps chez eux, alors qu'eux étaient à Aulnay et Manouchian vivait à Châtenay. C'était pas du tout un trajet facile à faire. Bon, en général, j'ai quelques peines à suivre Maria Ahmadjan dans ses souvenirs. Je vais aller plutôt assez rapidement, puisque, disons, le moment où il est replié sur lui-même, il vit ces moments d'ennui, de difficulté, avec ce passé qui revient, et la seule, comment s'en sortir, sinon établir une relation avec les autres. Et là, les autres, c'est les femmes. C'est-à-dire l'apparition du tu dans le poème. Et à la fin, on a également une sorte de multiplication des tu, à savoir la société, les hommes, la fraternité qui est recherchée par cet engagement communiste pour résoudre les problèmes des ouvriers arméniens. Je vais m'arrêter là. Très bien. Juste une question. Alors, est-ce que en t'écoutant, en écoutant ce parcours, est-ce qu'on peut considérer que l'entrée dans la vie politique, c'est vraiment une rupture? Voilà, il y a une rupture avec une première époque de sa vie, en tout cas en France, qui est consacrée quand même à la littérature. Ou est-ce que quelque part, tu penserais qu'il y a peut-être une suite assez logique, justement, de sortie de cet isolement douloureux, finalement plus dans l'action sociale et politique, en tout cas à ce moment-là. Il y a continuité. Enfin, voilà, c'est ça, tu serais. Oui, il y a une continuité, parfois évidente, parce que dans les poèmes, on sent. Et d'ailleurs, le recueil, malgré tout, a une certaine logique. Se termine par les poèmes engagés. Donc, qui viennent combler, si vous voulez, qui viennent s'ajouter au reste. On commence par des poèmes intimistes, comme je dis, intimistes, lyriques, d'un homme, d'un sujet replié sur lui-même. Deuxième phase, rencontre avec les femmes, avec le tu. Et puis, vous avez la foule. Et d'ailleurs, à la charnière, vous avez la femme publique, la prostituée. C'est un poème qui est consacré à la prostituée. Et d'ailleurs, en général, la prostituée apparaît justement cette femme qui est l'objet que le capital et la bourgeoisie utilisent, mais qu'il nie en même temps. Et donc, la Haradinot Haragin apparaît comme une personne exploitée, sexuellement exploitée. Et donc, on tourne, enfin, ça va directement, si vous voulez, les questions de la chair, de la sexualité, donc directement s'ouvre sur l'engagement. Écoute, merci beaucoup Kiko pour cet exposé très important, hein, parce qu'effectivement il met en avant à la fois, bon, bien sûr, un aspect donc, de la vie de Manouchian, je répète qu'on connaissait moins bien, hein, l'aspect de l'écrivain, et puis aussi quand même écrivant toute une partie de la période de la vie de Manouchian, justement avant qu'il arrive à la en pleine lumière, enfin, je veux dire de l'actualité, enfin, de l'histoire, avec un grand H. Il reste quelques minutes, est-ce qu'on a peut-être un peu encore quelques
voilà un temps pour quelques questions. Alors je ne sais pas si va falloir... ouais, on n'a pas de micro. Je voudrais crier si vous voulez. Vous m'entendez? Oui, oui. Ok. Je voudrais demander, bravo pour cette présentation minutieuse et vous avez fait pas mal de recherches pour trouver les sources, les publications, etc. Bravo. Une question, quelle est la position de Manouchian dans la littérature ou poésie arménienne? Parce que vu les textes, etc., c'est pas une grande... En modèle, s'il n'était pas Manouchian, dit-il, je ne sais pas qu'est-ce qui serait sa place. Cher monsieur, vous avez tout dit. C'est pas la peine que j'ajoute quelque chose. J'ai déjà tout à l'heure exprimé une idée que je n'ai pas développée. Ce n'est pas le lieu. Cette séance est une sorte de lecture hommage à un poète qu'on ne lit pas. En réalité, Manouchian, il y a peu de vers qui vous restent dans la mémoire. Notamment, il y a quelques vers, mais c'est un poète qui n'a pas abouti. Il n'a pas pu, c'est-à-dire, il y a des fois où l'action politique tue un artiste. Manouchian est le cas type où l'action politique a tué, mais on peut discuter, volontaire, involontaire, il s'est engagé, etc. Mais enfin, peu importe. Pour nous, d'ailleurs, Manouchian a cessé d'écrire des poèmes à partir de 1935. Aucun poème n'est, par exemple, n'est daté de 1936, 37, 38. D'ailleurs, il dit parfois dans ses notes, j'ai pas le temps d'écrire, je voudrais écrire l'histoire de ma vie. Vous savez, j'ai tellement lu des écrivains qui se plaignent du fait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne parviennent pas à réaliser, que je me dis, ça c'est vraiment un mythe littéraire. Si un écrivain veut écrire, eh ben, il n'a à écrire. Manouchian, bon, mais j'ai parlé également des défauts de la construction des phrases, des vers. Manouchian ne maîtrise pas la métrique et la versification arménienne, c'est sûr. Il ne maîtrise pas. Faire des vers en arménien, c'est pas simplement mettre des blocs de membres, hein, c'est hink, 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 hink. Ah ça, d'autant plus que c'est un buvard. Enfin, je vous dis que, pour moi, il y a une certaine monotonie dans le choix des poèmes, des maîtres utilisés. Les maîtres, c'est toujours 5, 5. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Autrement dit, en arménien, c'est très facile de faire ce genre de choses. Il suffit de multiplier le membre que vous avez choisi comme unité de départ. Mais au début, il employait des maîtres beaucoup plus divers. D'autres questions? Oui, on va en prendre plusieurs. Je voulais savoir, il ne s'est pas mêlé au poète français de l'époque, mais vous avez suffisamment de français. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'est mêlé au... donc, est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'il s'est mêlé au milieu des poètes français? Voilà. Voilà. Peut-être une autre question? Qu'est-ce qu'il voulait? Oui. Oui, je voulais juste demander, au début, vous avez un peu comparé sur l'écriture à Mezzalens. Mezzalens et deux autres, j'ai oublié, mais Mezzalens, ça m'a frappé. Donc c'est pas peu. Par exemple, le poème qui s'appelle Nostalgie de la Terre, on sent que c'est du Mezzalens. Il y a le vocabulaire. Et puis, il y a le grand thème qu'on trouve, que je n'ai pas développé, le grand thème qu'on trouve à la fois chez Baudelaire et chez Mezzalens. Dans Mezzalens, il y a ce désir d'être, redevenir enfant, manganal. Ce désir se trouve dans Mezzalens, dans le poème qui s'appelle Asvadamas. C'est une sorte de prière à la Vierge, et dans laquelle celui qui prie a envie de devenir l'enfant, un enfant, manganal, mangarsum, et chez Manouchian, on trouve le même thème, et d'ailleurs on trouve aussi chez Baudelaire, dans un texte de Baudelaire, où celui-ci parle de l'artiste comme l'artiste enfant.
et l'art comme enfance, comme l'enfance. Alors, j'ai piqué cette phrase qui dit homme-enfant, pour un homme possédant. Alors, l'enfant voit tout en mouvement, il est toujours ivre, rien ne ressemble plus à ce qu'on appelle l'inspiration de la joie avec laquelle l'enfant absorbe la forme et la couleur. D'ailleurs, forme et couleur, ça se trouve typique dans les phrases, dans le poème de Manouchian. L'homme de génie a les nerfs solides, l'enfant les a faibles. Chez l'homme, la raison a pris une place considérable. Chez l'autre, la sensibilité occupe presque tout l'être. Mais le génie n'est que l'enfant retrouvé à volonté. L'enfant doué maintenant pour s'exprimer d'organes virils et de l'esprit analytique qui lui permet d'ordonner la somme de matériaux involontairement amassés. Homme, enfant, pour un homme possédant à chaque minute le génie de l'enfant, c'est-à-dire un génie pour lequel aucun aspect de la vie n'est émoussé. Baudelaire, ça se trouve, le peintre de la vie moderne, des années 50, fin 50. Et puisqu'on est sur Baudelaire, peut-être ça permet de revenir sur la première question, c'est-à-dire les contacts avec des milieux poétiques, de poètes français. Est-ce qu'on peut penser poète à l'époque. Oui. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Il faudrait peut-être regarder il faut regarder peut-être tous les carnets dans lesquels il parle, mais ça m'étonnerait. C'est un homme beaucoup trop replié sur lui-même. Quand il écrit des poèmes, il est trop replié sur lui-même. Son entourage, c'est Chank. Et après, ce sera l'entourage de Rayok-Mutian Gomide, c'est-à-dire Zankou et Hogg. Donc, il reste dans un milieu culturel fermé. Alors, et tout son désir, sa thèse, c'est il faut que les ouvriers arméniens s'engagent avec le prolétariat français pour que leurs propres droits soient, qu'ils puissent recevoir les droits qui leur est dû. C'est ça l'engagement qu'il prône. Donc, il ne parle jamais de poésie, des choses comme ça. Zankou, d'ailleurs, vous laisse un peu dans vos doigts. Donc, il n'y a pas de page littéraire. Non, encore, on a encore le temps peut-être pour une question. Je regarde l'heure quand même. Oui, peut-être. Alors moi, juste terminer par une question, on en a déjà parlé avant ton intervention. Il y a un fait étrange dans le recueil, il y a un poème qui est écrit non pas en arménien occidental, mais en arménien oriental. Voilà. Alors, oui. Alors, voilà, évidemment, ça s'appelle, je crois, Chemapsosum, c'est ça, je ne regrette pas. Oui, ça m'avait beaucoup intrigué. Mais à l'époque, on écrivait, Marie Atmadjian a écrit dans Chank aussi un poème en arménien oriental. C'était une sorte de fantaisie, mais Chemapsosum est publié dans Chank, mais sans signature. Il n'y a pas de... D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu par hasard, parce que ce poème n'est même pas répertorié. Et probablement, il y a aussi une chose, probablement à l'époque, Manouchian lisait beaucoup de poésie arménienne, la poésie prolétarienne. Et dans les années 1930-31, il y a eu la visite d'un poète arménien qui était Alazan. Alazan est passé à Paris et on trouve dans Zankou d'ailleurs des textes de Alazan, et pas seulement dans Zankou, mais aussi dans Abakar. C'est dire que Alazan était très très bien reçu comme un poète représentant tous les poètes d'Arménie. Par hasard, ce n'est pas Charens qui était revenu. Charens était passé à Paris, mais en 1925. Et le risque d'une rencontre Manouchian et Charens était nul, puisque Manouchian était du côté
de Marseille. Le poème, c'est je crois que c'est Je ne regrette pas. Je le dis pour personne qui ne lirait pas l'arménien. Celui-là, c'est voilà, il est écrit dans cette autre variante de l'arménien. Et une question ou eh bien, allez, Janine, ouais, Janine. Ce que je trouve intéressant, c'est que si je comprends bien, il aurait voulu que Là, on n'entend pas. Tu vas répéter la question. Il aurait voulu que... je ne peux pas me déplacer. Il faut que quelqu'un répète ce que je dis. Vas-y, allez-y. Parlez, on répétera. C'est ça. Faites écho. Ce que je trouve intéressant, c'est que, d'après ce que vous dites, il aurait souhaité que les ouvriers arméniens rencontrent les ouvriers français pour améliorer leurs conditions. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que son entrée dans la vie politique et donc son abandon de son désir d'écrire a été quand même extrêmement salutaire aux Arméniens de France, par ce qui s'est passé récemment. Donc il a servi les Arméniens. Autrement, C'est scatologique, ça. C'est-à-dire, en fait, la thèse de Manouchian, c'est exactement ta propre thèse. ah oui, je l'ai C'est-à-dire, faite d'après ce que vous dites. tu défends cette thèse, à savoir que les Arméniens doivent s'engager Oui, dans le pays d'accueil. oui. Et donc, ce que Manouchian a Mais pensé c'est pas pour ça, les son ouvriers. engagement. Pour les ouvriers. Son Et donc, cet est contre le engagement, nazisme. à l'époque, l'engagement, c'était le Parti communiste. Et donc, et le droit des travailleurs. Et d'ailleurs, dans le cours du début jusqu'à la fin, c'est cela qui est largement développé. Il faut que Ashradavurutuna, Betke, Ashradi, Odar, Fransati, Pamborneroué. Ça veut dire, avec les syndicats, je suppose, CGT, ça existait, je ne sais pas. Enfin bon, c'était un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un engagement politique, parce que, alors là, ça me permet, je crois que développer sera un peu embêtant, parce qu'à l'époque, il y avait des penseurs, notamment Shabash Nartouni, qui dans les colonnes de Harach, ça se passe dans les années justement 29-30, écrivait que l'Arménien à l'étranger, eh bien l'Arménien n'avait qu'un problème, c'est de se réimplanter en Arménie, c'est-à-dire de retrouver son territoire. Et donc pour lui, c'était la diaspora, enfin la vie à l'étranger, était un lieu de, était un passage. Et donc on n'avait pas à se mêler, à s'engager. C'est donc une question qui porte en réalité sur intégration, acceptation de ici ou refus. Manouchian fait, d'ailleurs d'autres personnes aussi, font le choix d'une intégration et de Shavash Nartouni fait le refus. Tu te souviens du texte de Shavash Nartouni concernant la langue arménienne, que tu as commenté d'ailleurs. Bien, donc sur cette belle conclusion qui fait un peu le lien, c'est la boucle est bouclée, entre le jeune Manouchian et la mémoire Manouchian aujourd'hui que nous allons conclure. Merci beaucoup Tricor. Je n'ai pas retenu le nom de la seconde lectrice. Adrienne. C'était Adrienne aussi, voilà, c'est pour ça. Donc merci beaucoup. Et maintenant, il nous reste à aller lire ou relire les poèmes de Manouchian et pourquoi pas ceux aussi de Metz-Ardennes et d'autres.